Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et notre invité ce matin est Thierry Simelière. Il est maire de Saint-Quay-Portrieux, conseiller départemental des Côtes-d'Armor, du canton de Plouha pour être précis, et vice-président de Saint-Brieuc-Armor Agglomération en charge de la mer, des ports et de la plaisance. On en parlera de la mer à un moment ou à un autre dans cette interview. Merci d'être venu jusqu'à nous, Thierry Simelière. Bonjour. Bonjour et merci pour cette invitation. Alors Thierry Simelière, on est dans une séquence politique présidentielle, séquence riche, mais séquence aussi un peu inattendue avec ces bruits de bottes aux portes de l'Europe, en Ukraine, avec également une société française plus près de nous, assez fracturée, qui se cherche, et aussi, on pourrait dire, une campagne électorale qui n'est pas comme d'habitude. Non, ce n'est pas une vraie campagne électorale, puisque le principal candidat ne s'est toujours pas déclaré. Et j'entendais à la radio, au moment où je vous rejoignais, effectivement, le moment où le président Macron va faire sa déclaration de candidature, qu'il repousse de plus en plus, du fait qu'effectivement, il y a des tensions extrêmement importantes entre la Russie, l'Ukraine, et puis l'Europe, et puis les États-Unis. Donc, je pense qu'il n'est pas en situation de faire une déclaration qui serait évidemment malvenue. L'objectif, c'est la paix. Alors, on annonce cette déclaration si tout se passe bien. On va croiser les doigts, sans doute pour après le 28 février. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Ce sont les bruits que l'on a. En tout cas, je confirme que toutes les personnes qui le soutiennent, que ce soit sur le plan départemental pour les Côtes-d'Armor ou sur le plan national, sont prêts. Il y a un certain nombre de réunions, de visioconférences, et on voit bien que toutes les personnes, les élus, mais aussi surtout tous les militants sont sur le terrain. Ils étaient tout le week-end sur le terrain avec une proposition qui s'appelle « À vous ». Ensuite, ils font le bilan de ce quinquennat, puisque c'est un quinquennat, et on voit bien que tout est en place pour se mettre, c'est le terme, en marge derrière le président de la République. Alors Thierry Simelière, vous avez vous soutenez d'ailleurs le président de la République, vous avez choisi de le soutenir et de rejoindre Horizon aussi. Alors on va en dire un petit mot d'Horizon, mais pourquoi plus Emmanuel Macron que Valérie Pécresse finalement ? C'est plutôt dans la continuité de mon engagement depuis plusieurs mois, puisque historiquement, j'ai toujours été dans la mouvance, ce qu'on appelle centriste. Alors, parfois, on a du mal à en définir les périmètres, mais quand j'étais à Angers, j'étais adhérent à l'UDF, historique, et quand je suis arrivé dans les Côtes-d'Armor, j'avais une carte UDI centriste, qui faisait partie de mon parcours personnel. Il faut bien remarquer que quand j'ai été élu à Saint-Brieuc, puis ensuite à Saint-Quay-Portrieux, on n'allait pas se présenter avec un étendard, on était plutôt consensuel. Et très rapidement, du fait de mes engagements centristes, notamment, on avait des accords, on va dire politiques, dans les Côtes-d'Armor et puis sur le plan national, avec ce qu'on appelle l'UMP républicain, RPR, enfin, ça a toujours été des accords avec la droite républicaine. Et dans ce cadre-là, on a connu la campagne avec Fillon. Et il y avait eu une primaire qui était vraiment une primaire du centre et de la droite, dans laquelle on s'était énormément mobilisé. Et on a vu que la dernière primaire était une primaire de la droite et de la droite et de la droite. Les centristes n'étaient absolument pas associés, ce qui voulait dire qu'on n'était pas associés sur un projet, sur l'écriture, même d'une certaine ambition. Comment faire peser les ambitions centristes qu'on connaît, plutôt humanistes, sociales, libérales et européennes. Je ne trouvais absolument pas ma place. Et j'ai rapidement fait connaître ma position dans les instances centristes, que je ne soutiendrais probablement pas ce qui allait se passer, tout simplement parce qu'il y allait y avoir des sujets de campagne qui me déplaisaient fortement. Alors justement, j'allais y venir, Thierry Simelière. On a entendu la candidate de la droite républicaine, Valérie Pécresse, un petit peu... Permettez-moi le terme, je ne sais pas s'il est bien choisi, mais chasser un peu sur les terres de l'extrême droite. On a entendu des reprises de propos, on a parlé de grands remplacements, c'était quand même plutôt l'apanage d'Éric Zemmour. Je pense que c'était le grand risque, on le connaissait, c'était vraiment une primaire de la droite, comme je l'ai dit, et de la droite, voire d'une certaine droite, et on n'avait absolument pas notre place en tant que centriste. Et très rapidement, l'offre politique qu'a présentée Édouard Philippe me convenait, puisque c'est une proposition qui a débuté en novembre 2020, on va dire, puisque à l'initiative de Christophe Béchu, qui est le maire d'Angers,
dont je suis issu, j'ai vécu 18 ans, donc je l'ai bien connu, a proposé la création de la République des maires, c'est-à-dire des maires qui se sentaient plus centristes ou une droite très républicaine et qui souhaitaient s'engager dans la démarche du président de la République. On a eu l'occasion alors de rencontrer Édouard Philippe, qui est venu s'exprimer dans un cercle assez restreint et surtout qui nous a exposer les difficultés de la crise sanitaire, les prises de décision, notamment du confinement. Et on voyait bien que l'urgence, c'était de protéger les hôpitaux, de ne pas faire exploser, on va dire, les services de réanimation, et surtout de ne pas questionner des questions éthiques. Comment est-ce qu'on devait choisir ou pas ceux qu'on devait soigner, pas soigner, et très rapidement le côté sanitaire a pris une priorité par rapport au côté économique et il nous avait bien expliqué que ça a été une difficulté. Donc c'est une belle rencontre. Christophe Béchu, je le connais depuis toujours. Édouard Philippe m'a plutôt convaincu. Ils nous ont proposé de rentrer dans un nouveau parti, puisque c'est un parti, il faut le dire le mot, le Horizon, qui a été créé au Havre, et on a eu d'autres rencontres au cours du Congrès des maires. Donc j'ai adhéré et j'ai été nommé délégué pour, on va dire, sur l'agglomération briochine de ce parti. Alors voilà, je ne l'ai pas précisé en vous présentant, mais c'était un petit peu naturel. J'ai d'ailleurs apporté ma carte. voilà, on la voit à la caméra. Voilà, pour très jolie carte. Nos auditeurs qui pourront regarder d'ailleurs, non seulement écouter le podcast, mais aussi regarder la vidéo sur la chaîne YouTube de Bretagne 5. Horizon soutient Emmanuel Macron. C'est aussi l'heure des bilans, vous le disiez en commençant, Thierry Simelière. Pour vous, le bilan d'Emmanuel Macron dans un contexte très particulier, contexte social avec les gilets jaunes, on l'a vu, et on voit encore des résurgences aujourd'hui avec, pour le coup, le contexte social, et puis contexte sanitaire, vous le rappeliez, avec cette pandémie dont on se débarrasse petit à petit, mais il faut rester prudent. Est-ce que pour vous, néanmoins, le bilan a été positif ? Je crois qu'on va en faire le bilan. Il est prévu à la fois un bilan, mais on ne gagne pas une élection sur un bilan. C'est bien connu, oui. C'est plutôt sur un projet. Et le projet, il a été coécrit par pas que ses collaborateurs, mais par des élus. Notamment, il accorde une grande importance aux élus locaux. C'était d'ailleurs le reproche qu'on lui avait fait au départ quand il a été élu. Président de la République, il n'avait pas été maire, il n'avait pas été député, il n'avait pas été conseiller départemental. Et il fallait s'imprégner de ce terrain dont il était un petit peu distant. C'était fallait sortir du techno, finalement. Peut-être, probablement. Et il s'est bien réimprégné, il a entendu le discours, et c'est tout ce que propose le Parti Horizon, avec non seulement la République des maires portée par Christophe Béchu, une assemblée des maires qui va élire le vice-président, et on s'appuie sur ce qu'on appelle des comités locaux municipaux. Donc on replace les maires et les élus au centre du dispositif. On n'a pas parlé du parrainage aussi, c'est une décision que j'ai prise, puisque c'est aussi une façon de soutenir le président de la République. Il y a eu une étude par des médias qui ont montré que dans l'agglomération, il y a 32 maires, 32 communes. Et sur 32, il n'y en avait que 4 qui avaient pris une décision de parrainer et 5 qui étaient en attente. Donc parmi les 4, j'étais le premier à dire « je vais parrainer ». J'avais parrainé en 2017 Philippe Poutou, ça avait surpris, tout simplement parce que c'était aussi faire place à la démocratie, c'était aussi mon histoire personnelle, je suis issu du milieu ouvrier, je trouvais que son discours était important, puis j'ai été sollicité aussi par des adhérents de son parti qui étaient venus me rencontrer et qui avaient su me convaincre. Il faut dire que je n'avais pas non plus parrainé Fillon, puisqu'on était en difficulté, on voyait bien que ça n'allait pas passer. Et là, j'ai pensé qu'il était important d'avoir un geste politique fort, de dire je parraine, et je parraine aussi le président de la République Emmanuel Macron pour dire j'adhère à son bilan, mais aussi à ses nouvelles propositions. Et on voit bien qu'aujourd'hui, sur les 32 communes, je suis le seul à avoir nommément donné mon parrainage et avoir dit pour qui j'avais signé ce parrainage. Très particulier, donc c'est très important pour les futures échéances, notamment les échéances du mois de juin. Alors il y a quelque part aussi autour de ces parrainages beaucoup d'interrogations. Alors on dit les maires ne veulent pas parrainer tel ou tel candidat ou candidate parce qu'ils ont peur de ne pas être élus ou qu'on leur en fasse grief. Est-ce qu'il faut remettre l'anonymat des parrainages Non, je crois pas. Non, je ne crois pas, mais je peux comprendre la position de maires de communes qui ne font pas partie de ce qu'on appelle des métropoles, qui sont des communes rurales, urbaines, littorales, avec, on va dire, d'une population moins importante. Souvent, ils constituent une équipe qui est une équipe plurielle, avec plusieurs sensibilités. Ensuite, c'est parfois le premier mandat.
Donc il faut effectivement être réélu. Moi, je ne suis pas du tout dans ce dispositif, puisque c'est mon 3e mandat. J'ai été maire adjoint de Saint-Brieuc et 2 fois élu maire à Saint-Quay-Portrieux. Et j'ai confirmé lors des dernières élections départementales que je pouvais être réélu. Donc 2 élections, 4 élections, 5 élections gagnantes. Donc je ne suis pas du tout dans ce dispositif et je crois qu'à un moment, il faut se positionner aussi. On ne peut pas se cacher derrière son petit doigt en disant non, je suis neutre. Et peut-être c'est ce qu'on a parfois reproché aux centristes, d'être toujours en neutralité. Non, là, il y a une position à prendre qui doit être très claire. Et moi, je pense qu'il faut apporter son soutien à un candidat. Et je dois dire que je ne me sentais pas du tout impliqué par les thèmes qui ont été proposés par Madame Pécresse, pour lequel j'ai le plus grand respect. On le voit bien d'ailleurs dans le département, le comité de soutien, il y a effectivement des républicains, mais il n'y a pas du tout d'élus centristes qui sont à ses côtés. Et les élus centristes du département, nous sommes en train de nous réunir, en train de nous organiser autour de La République Ensemble, des maires qui sont des maires très très modérés, centristes, et qui vont se mettre évidemment en action dès que le président de la République va se déclarer. Alors on voit la droite qui est à la peine, on voit la gauche qui est à la peine aussi, il faut bien le dire, la montée des extrêmes. Et est-ce que les centristes pourraient peut-être faire, en tout cas créer la surprise? Alors, je crois qu'il faut être très modéré. La gauche n'est pas du tout à la peine. Elle est à la peine sur le plan national, mais sur le plan local, ils se sont énormément bien recentrés. On le voit bien, que ce soit dans des communes importantes, je pense par exemple à Saint-Brieuc qui a basculé, que ce soit au niveau du département où clairement je faisais partie d'une majorité qui a perdu les élections départementales, donc ils sont très bien organisés parce qu'ils avaient des plateformes communes, socialistes, communistes, écologiques, et ils ont une implantation locale extrêmement forte alors qu'ils ne retrouvent pas cette implantation sur le plan national. Donc il y a une discordance qui est difficile à expliquer. Et nous, on a besoin au contraire de nous implanter. Alors souvent, on reproche aux élus qui soutiennent Emmanuel Macron qu'il n'y ait pas d'implantation. C'est complètement faux. Il y a des maires, il y a des conseillers départementaux, il y a des députés qui connaissent très bien ce qu'on appelle les territoires. Et on a notre propre histoire. Et le fait d'apporter notre connaissance et notre expérience auprès de l'équipe du président de la République lui permet, j'espère, de nourrir sa réflexion et des nouvelles propositions. Voilà, faire remonter finalement on l'a fait. le terrain, le ressenti du terrain. C'est fait. Je pense qu'on ne peut pas avoir une certaine connaissance et savoir tout d'en haut. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de sujets qui préoccupent les Français, on l'entend. Rien que dans l'agglomération, c'est un gros sujet d'actualité. C'est pas l'accès à la santé, c'est l'accès aux soins. Déjà, aujourd'hui, avec la démographie médicale, et une grande souffrance, puisqu'il faut un certain nombre de temps pour avoir accès à des médecins, voire à des spécialistes. On voit que le pouvoir d'achat est extrêmement important. L'urgence sociale aussi, l'énergie. On voit que les factures de gaz, d'électricité et bien sûr des carburants sont en train d'exploser. Donc aujourd'hui, malgré la disparition de la taxe d'habitation, puisque c'est un impôt en moins, aujourd'hui on n'arrive pas forcément à finir ses fins de mois. Donc il y a une véritable urgence auquel on doit apporter des solutions. Et elle ne peut venir que du terrain. Les maires, on est tout de suite au contact des difficultés. Je le vois bien. C'est à nous de répondre à l'urgence. Alors on va en parler de ces urgences, Thierry Simelière, mais on voit aussi une grande désespérance sur le terrain, alors liée justement à tous ces problèmes que vous évoquiez, et des tentations de se tourner vers les extrêmes, vers l'extrême droite en particulier. Je l'ai posé cette question à plusieurs intervenants au micro de la matinale, à plusieurs invités. Est-ce que c'est de nature, vous, Thierry Simelière, à vous inquiéter, cette montée de l'extrême droite, ou en tout cas ce regain d'intérêt pour l'extrême droite? On a beaucoup de difficultés en Bretagne à la comprendre, parce qu'on n'en sent pas une telle tension. Il faut être clair. C'est-à-dire qu'on n'est pas confronté aux banlieues, à l'immigration. Donc on ne sent pas du tout sur cette tension, d'autant que la Bretagne est une terre d'accueil. Moi j'ai été très étonné récemment, puisque j'étais, du fait de mes responsabilités autour de la mer, amené à rencontrer des marins-pêcheurs, qui eux-mêmes ont des grandes difficultés de recrutement. Et quelle ne fut pas ma surprise d'entendre des patrons dire, nous, on serait prêt à apprendre effectivement ceux qui viennent de l'extérieur, hors de nos frontières, de les former, de les intégrer et de leur trouver du travail avec un salaire décent.
Ça veut dire qu'on est une terre d'accueil. Donc, à un moment, il faut prendre nos décisions, mais on ne sent pas cette urgence, en tout cas en Bretagne et sur nos territoires. L'urgence, c'est plutôt, comme on dit, comme je l'affirme, l'urgence sociale, qui est une urgence vraiment comment répondre au bien-être des personnes dans leur quotidien. L'éducation est un vrai sujet, l'accès aux soins est un sujet, les retraites est un sujet, le problème de la mobilité est un sujet, l'accès au logement est un sujet. Et ça, c'est des sujets qu'il va falloir ouvrir dans cette campagne électorale, à la fois présidentielle, mais évidemment qu'on doit conforter lors des prochaines élections législatives. Voilà, alors justement, on est un petit peu sur une charnière là entre cette élection présidentielle et l'élection du futur président et justement la suite. Oui. On dit souvent, d'un point de vue électoral, qu'un mandat de 5 ans c'est trop court et puis qu'on a cette élection législative qui finalement conforte le président. Et si mais on n'est pas d'accord, on ne peut pas dire au président, mais on n'est pas d'accord, il faut essayer de faire autrement. Est-ce qu'il faut revenir à un septennat, par exemple? On entend déjà quelques voix. C'est court, 5 ans. On le voit au niveau d'une élection municipale où on est élu pour 6 ans. J'ai même connu une fois un mandat de 7 ans, entre 2001 et 2008, puisqu'il y avait, il y avait un télescopage de plusieurs élections. On a connu un mandat de 7 ans. Mais il faut être dans la continuité. Et on voit bien qu'une réélection permet de conforter ce qu'on a déjà essayé de mettre en place sur 2 mandats. Et le temps de s'installer, le temps de mettre en place les projets, ça demande du temps, du temps administratif, réglementaire, puis de la concertation aussi, il faut le faire accepter. Et ensuite, on risque de se freiner parce qu'on se dit, il y a une nouvelle échéance. Non, je crois qu'il faut avoir le courage de bousculer un petit peu et de mettre à l'ordre du jour un certain nombre de sujets. Je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais des sujets, c'est les retraites aussi, qui est un vrai sujet. Est-ce qu'on doit allonger la date de mise en retraite ou pas? Comment conforter ce système? Aujourd'hui, il a été mis de côté, mais il va bien falloir ouvrir le dossier. C'est le prochain grand chantier du président Macron, s'il est réélu? Ça, il ne m'a pas confié quelles sont ses priorités. Mais non, il était occupé avec Vladimir Poutine, je crois. On a eu ses collaborateurs et ses ministres, puisqu'on a des visioconférences à la fois dans le cadre d'Horizon avec Édouard Philippe. On a aussi un certain nombre de visioconférences. On a eu M. Castaner, Olivier Dussopt, etc. On voit bien que l'éducation est un sujet prioritaire. L'éducation, tout passe par l'éducation. Voilà, l'éducation, donc, là aussi. Alors, des réformes difficiles, on l'a vu, ça ne se fait pas sans vague. Je pense que la difficulté, c'est toujours ce qu'on appelle le consensus, la concertation. Et je crois que les syndicats ont tout à fait leur place. On parle du dialogue social, c'est un mot qui a disparu, mais il faut se mettre autour de la table, faire des propositions, essayer de ne pas avoir toujours une vision forcément comptable, mais une vision éducative. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une très forte attente vis-à-vis du monde de l'enseignement. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes de très très bonne volonté qui veulent éduquer nos enfants et leur donner des perspectives. Je crois qu'il faut leur faire confiance, mais c'est vrai qu'il y a eu des tensions dans cette crise sanitaire avec des protocoles, le protocole qu'on découvre le dimanche soir pour l'appliquer le lundi matin. Il y a eu des petits ratés. Oui, plutôt. Oui, franchement, nous on l'a vécu aussi en tant que maire, où lorsqu'il y avait un certain nombre de manifestations, l'ouverture des espaces sportifs, des espaces culturels, des manifestations en plein air, où une vérité du vendredi n'était plus une vérité du dimanche. Et il fallait à chaque fois composer, décomposer, recomposer, ce qui était épuisant à la fois pour nos services, mais aussi les bénévoles. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle dynamique en train de se mettre en place. J'assiste à de nombreuses assemblées générales, c'est quasiment complet. Que ce soit dans tout, il y a une demande très forte, une demande de se retrouver, une demande sociale, et surtout les bénévoles ne se sont pas épuisés, donc ils sont prêts à nous accompagner. Voilà, ça c'est déjà une bonne chose. Je crois qu'on se dit c'est derrière nous, mais comme si on avait gommé ces 2 années de temps en temps. On a vécu, on était, on va dire, plus ensemble, mais on se retrouve ensemble et on se retrouve avec la même volonté de se mettre au service des autres. Donc je crois que finalement, c'est le côté positif de cette crise. Voilà, la vie qui reprend son cours. Oui, tout à fait. On va parler de santé. Je sais que c'est un sujet qui me préoccupe énormément. Oui. Et de par aussi votre parcours professionnel. La santé aujourd'hui, c'est une véritable préoccupation dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Oui. On manque de médecins, on manque de spécialistes. On a un peu l'impression qu'on prend le problème par
tous les bouts, mais on n'arrive pas. Je crois que il y a à la fois c'est difficile de composer à la fois la liberté d'installation des médecins et deuxièmement d'avoir une organisation très dirigiste de la santé et de l'accès aux soins. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est une prise en main par les collectivités locales, que ce soit les communes, voire les intercommunalités qui prennent en main, ce qui est de la compétence de l'État. Alors pourquoi pas, puisqu'à un moment, ce fut ce que j'appelle la politique de l'artichaut. On a enlevé petit à petit des compétences aux communes, des intercommunalités. Pour une fois qu'on a la possibilité de s'en saisir une, il faut s'en saisir. Moi, je le crois. Je fais partie de ceux qui ont toujours plaidé pour que la compétence santé soit prise à l'échelle des intercommunalités. Ensuite, lorsqu'on connaît bien notre territoire et l'organisation générale d'accès aux soins, on fait généralement, on le voit en mettant en place un observatoire qui doit être en temps réel. On voit un observatoire, c'est pas que des cartes qui datent de 2 ans, c'est vraiment l'observatoire quotidien. On voit qu'on a des difficultés et là, on peut proposer une organisation. Faisons-nous accompagner par l'État, qui doit décentraliser, évidemment, la compétence santé. C'est pas une compétence nationale, ça devrait être une compétence régionale, voire une compétence départementale. Et le couple préfet-maire ou maire-intercommunalité aurait tout son sens. Je plaide pour que les intercommunalités se saisissent de cette compétence santé. Je plaide pour qu'on ouvre, si c'est possible, des centres de santé avec des médecins salariés où les cabinets libéraux ne peuvent pas faire face ou n'ont pas su s'organiser. Mais si par contre ils sont organisés, laissons-les faire. Et qu'à la discrétion du préfet, on puisse donner des subventions, ce que j'appelle de mission d'intérêt général, pour accompagner à la fois sur le plan technique, mais surtout sur le plan financier, cette volonté des élus qui se saisissent de ce dossier. Je n'ai pas changé de discours, je le tiens depuis 3 ou 4 ans, mais je vois que les lignes bougent. Vous avez été précurseur, vous avez ouvert une maison de santé à Saint-Quay. Un centre de santé. Un centre de santé, pardon. Ouais. Un centre de santé, c'est un établissement de santé, c'est-à-dire qui obtient un agrément de l'agence régionale, c'est comme une clinique ou un hôpital, avec des médecins salariés, c'est un sacré pari. Alors, il y avait déjà eu un premier centre à la Chaise, mais il y avait un seul médecin salarié, nous, on a 3 médecins. Aujourd'hui, on a 4 médecins. 4 médecins, 2 secrétaires, on couvre un territoire. On a l'objectif d'ouvrir aussi une antenne à Plouran, où le médecin a cessé ses activités dès le 31 décembre 2021. On a plus de 1000 patients qui se retrouvent sans médecin traitant. Donc on a déposé un dossier, je pense qu'on va pouvoir ouvrir l'antenne. On accueille actuellement des stagiaires de 6e année avec une convention avec la faculté de médecine de Rennes. C'est ce que j'appelle le compagnonnage ou l'immersion, pour donner à avoir envie de s'installer, évidemment, alors pas dans nos campagnes, on est des villes urbaines, le littoral, avec tout ce qu'il faut en termes d'attractivité. Et petit à petit, c'est tout un travail de longue haleine pour essayer de convaincre les médecins de s'installer. Mais il faut travailler sur les conditions de travail. Souvent, les médecins, leur préoccupation, c'est de soigner. C'est de soigner. Et donc, souvent, ils sont noyés dans des tâches administratives. Et si on les décharge de toutes ces tâches administratives, ils reviennent au cœur de leur dossier, qui est d'apporter du soin et du bien-être aux gens. Donc, je crois que c'est ça l'essentiel. Travaillons sur le bien-être du fonctionnement et de la pratique médicale. Et on retrouvera des possibilités d'installation de médecins qui auront envie de s'installer sur notre territoire. Alors, il nous reste 2 petites minutes, ça va très vite, Thierry Simelière. J'aurais voulu vous entendre aussi sur la décentralisation. Alors, on parle beaucoup de territoire. Alors, c'est un mot un peu fourre-tout, territoire. Un petit peu, oui. Il y a 2 mots qui ont été à la mode, c'est territoire et attractivité. Voilà. Alors, on est tous en concurrence les uns avec les autres et les territoires. Non, je crois que dans notre histoire, c'est bien connaître. Alors, on peut permettre de territoire, mais plus mettre son périmètre, son bassin de vie. Je crois que le mot, c'est le bassin de vie, parce que souvent, les habitants, j'aime bien le mot habitant d'une commune ou d'un territoire, ils ne connaissent pas les limites administratives. Et ces limites administratives sont souvent des contraintes. Donc il faut faire supprimer ces limites administratives qui existent, mais ça doit être plutôt, non pas des zones de rupture, mais des zones d'échange. C'est-à-dire qu'il faut que les maires des différentes communes aient des points de convergence, de mutualisation, de projets communs. La santé, c'est un beau projet autour de la culture, autour des équipements sportifs. On l'a mis en place autour de l'assainissement. On le met en place, par exemple, tout ce qui est le trait de côte aujourd'hui, la préservation du territoire, mais tout ce qui concerne les falaises. Aujourd'hui, la préservation de la biodiversité sur nos côtes. Donc ça veut dire qu'on a
a des sujets communs, travaillons ensemble au dehors de ces limites administratives et je pense que les habitants ne s'en seront reconnaissants. Voilà, et il faudra aussi trouver des fonds pour faire tourner ces bassins de vie parce qu'il y a beaucoup de demandes aujourd'hui. On a beaucoup de gens qui viennent en Bretagne. La Bretagne est très attractive. Mais ils attendent beaucoup de choses aussi. Alors, est-ce qu'on augmentera les impôts? Voilà, ça c'est peut-être la question qui fâche. C'est la question qui est vraiment d'actualité aujourd'hui puisque on ne paie plus de taxes d'habitation, donc on a moins d'impôts, même si on paye une taxe d'habitation si on a une résidence secondaire et on paye une taxe foncière. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les collectivités de dire il faut toujours faire bien, aussi bien avec un peu moins. Il y a un moment, l'exercice devient compliqué parce qu'on a de plus en plus de contraintes. On a, comme tout le monde, des contraintes en termes d'énergie. Il faut savoir rien que dans nos budgets, c'est une augmentation pratiquement de 22%. Ce qui n'est pas rien. On a aussi une certaine revalorisation aussi des fonctionnaires pour lesquels j'ai le plus grand respect, qui ont certes la stabilité de l'emploi, mais qui n'ont pas forcément une prime de retraite et qu'il faut valoriser. Il y a aussi un certain nombre d'engagements de nouveaux services aussi, services, comme je l'ai dit, au niveau de la médecine. Quand on ouvre des centres de santé, on a des contraintes, mais aussi une très forte demande autour de l'éducation des écoles primaires et puis des collèges. Un vrai questionnement aussi de l'alimentation, des cantines. Donc, ce qui veut dire qu'on offre des nouveaux services. Donc, à un moment, il faut trouver des nouveaux moyens. Alors, Thierry Simelière, on aurait pu encore être développé, mais vous reviendrez. La campagne, j'allais presque dire, ne fait que commencer. Tout à fait, je suis parfaitement prêt. Voilà, on l'aura compris. Merci en tout cas d'être venu au micro de la matinale de Bretagne 5 en ce lundi. Thierry Simelière, je rappelle que vous êtes maire de Saint-Quay-Portrieux, conseiller départemental du canton de Plouha dans les Côtes-d'Armor, ça c'est pour nos auditeurs lointains, vice-président de Saint-Brieuc-Armor agglomération en charge de la mer, des ports de la Plaisance, on en parlera la prochaine fois, c'est promis, et vous êtes également le représentant, on peut dire, d'Horizon dans le secteur. Alors aujourd'hui, il y a un seul poste de délégué dans le département, effectivement, c'est moi qui en suis le dépositaire. On va créer d'autres comités municipaux. Il y en a un qui est prévu notamment à Plérin, Saint-Brieuc, mais sous ma responsabilité et en accord avec notre référent régional qui est Ronan Loas. Voilà, eh bien c'est là-dessus que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'être venu au micro de la matinale en direct. Belle journée. Merci beaucoup. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.